Ce n'est pas mon histoire, c'est celle de mon père. Dans les années 90, mon père étudiait à l'université de Kolkata, tandis que mes grands-parents vivaient dans un autre État. L'appartement où ils vivaient était au 4e étage, avec un balcon séparé du salon par une porte. Le balcon apportait à la fois de la lumière et une brise fraîche, donc mon père laissait souvent la porte du balcon ouverte et s'asseyait sur le canapé pendant qu'il travaillait. Le jour où l'incident s'est produit, il y avait une panne d'électricité dans la région à cause d'une tempête. C'était tard quand c'est arrivé, donc l'appartement. Minuit 31 a été plongé dans une obscurité totale. Bien que les étés étaient plus frais à l'époque, il faisait quand même assez chaud, alors mon père a décidé de laisser la porte du balcon et les fenêtres de sa chambre ouvertes pour faire circuler l'air frais. Habituellement, il fermait la porte et les fenêtres chaque nuit avant de se coucher, mais il a décidé de faire une exception ce soir-là. Il s'est réveillé au milieu de la nuit en sueur. Ses instincts lui disaient que quelque chose n'allait pas, alors il a essayé de comprendre ce qui l'avait réveillé. Soudain, l'envie d'aller aux toilettes l'a pris et avec un nœud dans l'estomac, il a quitté la chambre. Les toilettes étaient assez éloignées de sa chambre, elles se trouvaient à l'autre bout de l'appartement, et il devait passer par le salon pour y aller. Alors qu'il passait devant le canapé, il a regardé et s'est figé. La porte du balcon était ouverte, et une brise fraîche lui soufflait dessus, comme il l'espérait. Mais ce qu'il n'espérait pas, c'était de voir des gens assis sur son canapé. Enfin, peut-être pas des gens, mais des choses. Il y avait environ 3 à 4 silhouettes assises sur son canapé. Il ne pouvait pas distinguer leur apparence, elles semblaient se fondre dans les ombres, changeant de forme. Ce qui l'a effrayé encore plus, c'est qu'il pouvait sentir qu'elles le regardaient toutes. Elles n'avaient pas d'yeux visibles, mais il sentait leur regard sur lui. Il a envisagé de retourner dans sa chambre, mais sa vessie s'y opposait fermement. Maudissant, il a fermé les yeux, a couru aux toilettes, a fait ce qu'il avait à faire et est revenu en courant, sentant à nouveau les regards sur lui. En passant devant le canapé, il a verrouillé la porte de sa chambre, s'est mis au lit et a fait de son mieux pour s'endormir. Quand il s'est réveillé, c'était le matin et le ciel était dégagé. Il est allé en tremblant dans le salon, mais n'a rien vu d'anormal. La porte du balcon était toujours ouverte, laissant la lumière inonder la pièce. Il n'a jamais parlé de cette expérience à mes grands-parents, car il ne voulait pas les inquiéter. Les seules personnes proches de lui qui sont au courant sont ma mère et moi. Vous pourriez penser qu'il a quitté l'appartement peu après cet incident, mais il y est resté jusqu'à la fin de ses études de premier cycle. Il n'a jamais revécu une telle expérience, mais il a toujours fermé la porte du balcon la nuit à partir de ce jour-là, sans exception. Pendant son séjour dans l'appartement après l'événement, il a fait des recherches sur l'histoire du bâtiment, mais n'a rien trouvé. Le bâtiment n'avait pas été construit sur un cimetière, il n'y avait aucun enregistrement de meurtre, suicide ou accident mortel. Cela l'a finalement amené à attribuer l'incident à un mauvais rêve ou à une sorte d'hallucination. Mais je me demande parfois si ce qu'il a vu n'était pas qu'un produit de son imagination. Et si c'était réel? Bonjour, je m'appelle Kai et je vis actuellement aux Philippines. L'incident que je vais raconter s'est produit il y a 5 ans, mais il continue de me hanter encore aujourd'hui. Tout a commencé lorsque je suis parti pour un voyage de 5 jours à Baie avec mon petit ami et 5 amis. Les 3 premiers jours étaient fantastiques, nous avons exploré diverses îles, visité des spots touristiques, savouré de la glace au piment et même fait du quad pour voir le mont Mayon. Le 4e soir, nous avons visité ALB et sommes restés dans une maison abandonnée d'un de nos amis. L'endroit semblait inoffensif, à part les cafards qui couraient partout lorsque notre ami a allumé les lumières. La maison était couverte de poussière à cause de son abandon. Pour dormir, mes amis et moi avons décidé d'installer des lits dans le salon. Une fois les lits arrangés, mon petit ami, les 3 autres garçons et moi avons opté pour un verre, tandis que les 2 amis étaient déjà endormis dans le salon. Nous passions un bon moment, absorbés par la conversation, quand soudain mon attention a été attirée par une ombre sur le mur. Les ombres ne sont généralement pas attrayantes, mais il y avait quelque chose de particulier avec celle-ci. Elle semblait plus sombre que les autres. Intrigué, j'ai poussé mes amis, mais l'ombre est restée immobile. L'un d'eux a été curieux et a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai pointé l'ombre et dit « C'est l'ombre de qui ?» Il nous est alors apparu que l'ombre n'appartenait à aucun de nous, et nous étions tous stupéfaits. Même lorsque nous nous sommes levés,
l'ombre est restée immobile, et après 30 secondes, elle a simplement disparu. Mes amis et moi ne savions pas exactement ce qui s'était passé. Étions-nous tous ivres et avions-nous une sorte d'hallucination collective? Cependant, cela ne pouvait pas être le cas, car l'un d'entre nous n'avait même pas bu et avait pourtant vu la même chose que nous. Nous avons décidé de laisser tomber et d'essayer de dormir. Je me suis allongé à côté de mon petit ami déjà endormi, mais je n'ai pas pu dormir de la nuit à cause de ce qui s'était passé. Bien que je savais que nous devions nous lever tôt le lendemain, je me suis forcé à dormir. Alors que je me tournais vers mon petit ami, j'ai soudainement senti une pichenette dans mon dos. Je me suis retourné et j'ai vu un homme, peut-être dans la trentaine, me sourire. J'étais paralysé par la peur. Je voulais crier, mais je ne pouvais pas. Il était également allongé, me regardant. La terreur m'a submergé et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé le lendemain avec mon petit ami me secouant doucement. Il m'a pressé de me préparer, sinon nous allions rater le bus. Quand j'ai raconté ce qui m'était arrivé la nuit précédente à mon petit ami et à mes amis, leurs expressions ont révélé leur choc. Ils ont tous mentionné avoir entendu le rire d'un homme toute la nuit. Ils ont dit que le rire était si fort qu'on aurait dit que la personne était dans la même pièce que nous. Cela s'est produit quand j'étais encore un agent de recouvrement pour une entreprise de moto. J'étais affecté à une région éloignée, mais cette fois, c'était une ville fréquentée par des touristes. Chaque jour, je me levais à 5 heures du matin et conduisais pendant 3 heures pour atteindre la ville où se trouvait notre agence. Ma routine était toujours la même, je visitais les clients, collectais les paiements, leur rappelais les dates d'échéance et remettais l'argent que j'avais collecté au bureau. Je détestais être dans cette agence, surtout parce que le caissier prenait toujours son temps avec ses papiers, ce qui me faisait rentrer tard le soir. Conduire une moto tard le soir n'est pas quelque chose que l'on apprécie. En plus des insectes qui volent dans votre visage, vous êtes souvent ébloui par les phares des autres motards. Un jour, j'ai dû rentrer tard encore une fois parce que le caissier était sorti avec un ami, laissant son travail inachevé comme d'habitude. Je le détestais chaque fois qu'il faisait ça. Après qu'il soit enfin revenu et ait terminé son travail, il m'a remis l'argent que je devais apporter au siège. Il était déjà 21 heures. J'ai maugréé en commençant le long trajet de retour. Alors que je conduisais sur la route sombre et sinueuse, mon phare a soudainement clignoté. « Ah, merde, pas maintenant », ai-je murmuré. Je me suis arrêté un moment, tapotant le phare, et heureusement, il a cessé de clignoter. J'ai continué à conduire, mais alors que je naviguais sur la route sombre, j'ai senti quelque chose passer au-dessus de moi. J'ai regardé en haut, mais je n'ai rien vu. Juste avant d'atteindre un virage serré, quelque chose est descendu à nouveau, frappant mon casque et me faisant tomber. Au même moment, mon phare s'est éteint. J'ai glissé et me suis écrasé sur le côté de la route. L'obscurité était si épaisse que je pouvais à peine voir quoi que ce soit. Je me suis relevé, me suis épousseté et me suis assis derrière un arbre, attendant que mes yeux s'habituent à la nuit. Grâce à la lumière de la lune, j'ai pu voir ma moto, mais avant que je puisse m'en approcher, un grand oiseau a atterri à côté. L'oiseau était énorme, à peu près de ma taille. Il sautait autour de ma moto. J'ai remarqué que mon casque n'était pas loin de l'endroit où j'avais craché. Je suis resté caché derrière l'arbre, essayant de comprendre ce que je voyais. Quel genre d'oiseau devient aussi grand et vole? Après la tombée de la nuit? Ce n'était pas comme un oiseau que j'avais déjà vu. Il avait une tête comme une dinde et ses plumes étaient aussi noires que la nuit elle-même. Alors qu'il s'approchait de mon casque, ma mâchoire est tombée. Il a tendu la main vers mon casque, non pas avec ses pattes ou son bec, mais avec ce qui semblait être une main qui sortait de sous son aile. J'ai regardé avec terreur alors qu'il prenait mon casque, pour le laisser tomber quand il a entendu une voiture approcher. L'oiseau s'est envolé juste avant que la voiture ne passe. J'ai saisi l'opportunité de courir vers ma moto. Je l'ai démarré, soulagé que la lumière fonctionne à nouveau, et je suis parti en vitesse, laissant mon casque derrière moi dans la panique. Je n'arrêtais pas de regarder autour de moi, effrayé que l'oiseau ne revienne. Quand je suis arrivé au siège, j'ai remis l'argent au manager qui se tenait à l'extérieur des dortoirs. Il m'a demandé pourquoi j'avais l'air si sale et pourquoi je ne portais pas mon casque. J'ai menti et lui ai dit qu'il était tombé et que je l'avais perdu.
Avant de rentrer chez moi, j'ai parlé au manager, lui demandant de vérifier l'agence où j'étais affecté pour m'assurer que le caissier terminait son travail à temps. Je ne supportais plus de rentrer tard tous les soirs. Heureusement, le manager a accepté, et à partir de ce moment-là, j'ai pu partir à 17 h, évitant ainsi les trajets nocturnes. Malgré tout, je savais que je devais quitter ce travail bientôt, mais j'espérais que rien de grave n'arriverait avant que je puisse enfin m'échapper. J'ai regardé beaucoup de vos vidéos ces dernières années et j'aimerais partager mon histoire. Je m'appelle Raquel et cela m'est arrivé il y a plusieurs années quand je travaillais dans un centre d'appel. Cet incident s'est produit en février 2016 à 3 h du matin. C'était la fin de ma semaine de travail et j'étais excité de rentrer chez moi. Quand je suis rentré, j'ai rapidement réalisé que j'avais oublié mon téléphone dans mon casier. Après m'être reposé un peu, j'ai laissé mes affaires et j'ai juste pris mon portefeuille pour retourner au bureau. Le temps de trajet prend habituellement 1 à 2 heures pendant les heures de pointe, mais j'ai pu arriver au bureau en 30 à 40 minutes. J'ai pris mon téléphone et je suis parti rapidement, car je voulais vraiment rentrer vite. J'ai décidé de prendre un taxi. Après un moment, un taxi s'est arrêté devant moi. La lumière à l'intérieur était si faible, mais je n'y ai pas prêté attention. Je prends toujours la place avant quand je prends un taxi, mais cette fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris la place arrière. Le taxi roulait depuis quelques minutes et je regardais juste par la fenêtre, essayant d'être à l'aise. J'ai remarqué qu'il avait commencé à ralentir près du pont sur la rivière Pig. J'ai regardé le conducteur, il était petit et avait des cheveux noirs bouclés courts. Il a soudainement arrêté la voiture et a pointé une arme sur moi. « C'est un hold-up », a-t-il dit, et je ne pouvais pas y croire. « Vous êtes sérieux ?» a été ma réponse immédiate. Il a commencé à crier et à jurer en pointant l'arme sur moi. J'ai lentement sorti mon téléphone et le lui ai donné. Il l'a arraché et l'a éteint. Je ne savais vraiment pas quoi faire maintenant. « Donne-moi ton portefeuille », a-t-il crié, toujours en pointant l'arme sur moi. J'ai lentement donné mon portefeuille, mais il a essayé de le prendre, mais mes mains ne voulaient pas lâcher, car j'avais des pièces d'identité importantes dans mon portefeuille. Ma tête était complètement vide. Mon corps a agi pour moi, et j'ai tiré mon portefeuille aussi fort que possible. J'ai ouvert la porte et j'ai essayé de sortir. Il a alors commencé à conduire et à tourner brusquement pour essayer de me ramener à l'intérieur de la voiture, mais heureusement, cela n'a pas fonctionné. Au moment où il a arrêté la voiture, j'ai sauté, j'ai couru et j'ai commencé à crier à l'aide. Il a crié et est parti dans la direction opposée. Je n'ai pas regardé en arrière et j'ai juste couru aussi vite que possible. J'ai alors vu un couple en train de jogging et j'ai crié à l'aide. Je leur ai dit ce qui s'était passé et un policier est venu et m'a emmené au poste de police le plus proche. J'ai raconté au policier ce qui s'était passé et il m'a dit que le taxi que j'avais pris avait été volé plus tôt dans la journée et avait été signalé comme volé par le vrai conducteur. La stratégie du suspect était d'appeler un taxi, puis de le voler et de faire semblant d'être un chauffeur de taxi. Après avoir déposé une plainte, j'ai arrêté d'aller travailler ce jour-là et j'ai démissionné immédiatement. J'ai également arrêté de prendre des taxis pendant quelques mois et j'ai commencé à chercher un travail plus près de chez moi. En avril 2016, un ami de mon ancien lieu de travail, dont le petit ami était policier, m'a contacté et m'a dit que le braqueur avait été capturé et m'a